Ainsi la bravoure de ces observateurs qui, en dépit des cas de violence, des arrestations, de l'interdiction d'accès à certains bureaux de vote dont ils ont été victimes, ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration. La MOE Senko SSC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié de suffrages à lui seul. Eu égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI, pour rassurer les différentes parties prenantes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et de bulletins qui ont été utilisés régulièrement. L'acceptation des résultats par les parties prenantes passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale. Cela étant, la MOE exhorte la CENI à ne publier les résultats provisoires que sur la base des résultats consolidés dans tous les centres locaux de compilation des résultats CLCR. La CENI, qui a pris connaissance du rapport préliminaire de la mission d'observation électorale SSC Senko, estime que les irrégularités soulevées n'ont pas d'incidence sur l'évolution des tendances des résultats partiels. Je vous propose de suivre à ces sujets le directeur de communication de la CENI dans ses propos choisis par Bibi Chingwa. La mission n'a pas dit le nom du candidat, justement parce que la mission n'a pas compétence, n'a pas qualité de publier, n'est-ce pas, les résultats des élections. Et la mission a révélé certaines faiblesses qui ont été dénoncées d'ailleurs par la CENI elle-même dans un communiqué de presse. Je crois un communiqué de presse qui datait du 20 décembre, si ma mémoire ne me trahit pas. Ce sont des faits que la CENI a eu à dénoncer, mais le plus important c'est de savoir que ces faits n'ont pas véritablement une grande incidence sur l'évolution, n'est-ce pas, des tendances à l'heure actuelle. Et donc la CENI, dans un communiqué de presse, a mis sur place une commission justement pour essayer d'approfondir les irrégularités qui ont été relevées et les cas échéants, prendre des sanctions idoines. Je pense qu'il appartient à l'Assemblée plénière de la CENI de déterminer quelle sera la forme des sanctions qui seront prises éventuellement. En ce 6e jour de la publication des tendances des résultats partiels de la présidentielle du 20 décembre, la centrale électorale est à près de 70% de compilation de résultats. Les circonscriptions électorales placent Félix Tshisekedi en tête avec près de 76,97%. Le candidat numéro 20 est suivi par Moïse Katumbi avec 16,5%. Martin Fayoulou occupe donc la 3e place avec 4,3%. Ces résultats partiels viennent notamment de la circonscription électorale de la Mongala. Autre explications avec le directeur de communication de la centrale électorale. Regardez. Aujourd'hui, nous avons en tout cas une liste assez fournie. Je n'ai pas fait les comptages, mais il faut retenir ceci. Dans les circonscriptions qui seront publiées aujourd'hui, on a actualisé certaines circonscriptions dont les résultats partiels étaient déjà publiés. Et donc vous voyez, c'est au fur et à mesure que la compilation s'effectue sur le terrain, que la CENI actualise les données dans certaines circonscriptions et publie également les circonscriptions qu'on avait. En tout cas, les collègues que j'ai vus bien avant m'ont donné un taux de plus de 70%, de ce qui signifie qu'on est dans le bon et très bientôt on pourra terminer.
De leur côté, les organisations de défense des droits de la femme et de l'homme œuvrant en Ituri se réjouissent de la bonne tenue des élections dans cette province. Elles félicitent les parties prenantes au processus électoral et les agents de sécurité pour le bon déroulement des élections dans ce coin de la République. Ces structures saluent également la participation massive de la population au scrutin du 20 décembre dernier. Les récentes élections du 20 décembre dernier ont connu un grand succès. En Ituri, même dans des zones où la violence armée battait son plein avant l'avènement de l'état de siège, elles ont eu lieu sans incident majeur. La population a ainsi rempli loyalement son devoir civique en toute tranquillité. Les services de défense et de sécurité apparents et non apparents ont assuré la sécurité de tous les candidats et électeurs sous le commandement du lieutenant général Lubouyanka Chomadjouni, Sarah Mugissa et Xavier Hassani, respectivement coordonnatrice de l'ASBEL Femmes motivées pour la paix et coordonnateur jeunesse Nabisso, invite la population de l'Ituri à adopter la même attitude jusqu'à la publication du résultat définitif. On a vu dans le centre de vote, tout le monde était là, dès le matin à 6h, il y a même des gens qui étaient là déjà à 5h du matin. Et jusqu'au soir, tard dans la soirée, vers 20h, il y avait encore des gens dans le centre. Personne ne pouvait s'attendre à ce succès-là du processus électoral en province de l'Ituri. Et donc, c'est une satisfaction totale que nous exprimons et nous félicitons également toutes les autorités, mais aussi la CENI qui a organisé ces élections dans les délais constitutionnels, une réalité à laquelle on s'attendait le mois. La même attitude que la population a manifestée pendant la période électorale, une attitude patriotique, je le dis bien, parce que la population, il faut le dire, a mis au-dessus les intérêts généraux, au-dessus des intérêts particuliers. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les messages de haine, de division, d'incitation n'ont pas eu la place pendant la période des campagnes et des élections. Nous appelons la population à observer la même attitude jusqu'à la publication des résultats. C'est depuis le 10 mai 2021 que le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait décrété l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour leur pacification définitive après avoir été secoués depuis des décennies par les forces du mal. Des instants de paix à observer après la publication des résultats. Les acteurs politiques continuent à en faire mention. Ceux du Nord Kivu appellent les jeunes en particulier à ne pas se laisser manipuler par les discours des politiques et à ne faire confiance qu'aux résultats rendus publics par la Commission électorale nationale indépendante, seule institution habilitée à le faire. La Commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre pour la publication partielle des résultats en attendant le 31 décembre où seront affichés les résultats globaux des scrutins du 20 décembre dernier. Seule cette institution en a l'exclusivité. Pourtant, sur les réseaux sociaux, certaines publications donnent des tendances alors qu'elles n'en ont pas l'habilité. Des voix s'élèvent pour dénoncer et surtout stopper ces dérapages. Nous-mêmes, nous avons fait la ronde de certains bureaux de vote. Nous avons vu les résultats, nous avons vu comment notre candidat numéro 20, candidat président numéro 20, a fait un très bon score, que ce soit à Goma ou partout, mais on n'est pas en train de publier cela. Nous avons confiance à la CENI. Nous avons confiance à la CENI. La CENI est en train de faire ce travail. La CENI est en train de publier. Nous sommes en train de suivre, comme tout le monde à la RTNC, comment cette publication partielle se poursuit. Seule la CENI a la compétence d'organiser les élections et de publier les résultats. Martel Placide Nzilamba, coordonnateur national adjoint de la société civile. Les textes sont clairs. L'organe chargé de proclamer les résultats s'appelle CENI. Et c'est la CENI seule qui doit nous donner les résultats. Si chacun aura des revendications à faire, parce qu'on a affiché les résultats bureau par bureau, il présentera ses preuves devant la Cour constitutionnelle ou même la Cour d'appel qui sont des tribunaux administratifs habilités à trancher en matière d'élection. Donc pourquoi on veut faire la fuite en avant? Je crois que c'est vraiment être moins sérieux. Nous devons respecter ce pays et ne pas le replonger dans des crises multiformes alors que le pays lui-même fait face à une très grande crise qui est d'ailleurs de dimension internationale. Nous devons appeler toutes les parties à la retenue. C'est vrai, nous avons accès aux informations sur les résultats.
Là, c'est affiché bureau par bureau. Mais nous n'avons pas l'autorisation de le publier et prendre cela comme la vraie version. D'autant plus qu'il se révèle encore qu'il y a le calcul du seuil pour les candidats députés nationaux, provinciaux et même pour les élections locales. Donc c'est trop tôt de commencer à crier, à commencer à publier que non, tel a réussi, tel n'a pas réussi. Après les élections, la RDC devrait suivre son cours normal et continuer sur son chemin vers le développement, d'où l'appel au calme et à la sérénité de toute la population. Et puis des nombreuses critiques faites sur les élections générales du 20 décembre, ces scrutins ont eu le mérite de mobiliser un grand nombre d'électeurs, preuve de l'appropriation par le peuple congolais de ces processus. Alors à quelques jours de la publication des résultats provisoires, nos reporters étaient sur terrain pour prélever l'atmosphère dans les milieux des électeurs. Le 20 décembre dernier, le peuple de la RDC est allé massivement se prononcer aux urnes, un devoir patriotique et civique. Coup de chapeau à la population qui a répondu massivement. Moi, j'étais dans les Congos profonds, j'ai vu comment les gens ont répondu et j'ai vu comment les gens ont voté dans la quiétude avec une expression de joie pour que le pays aille là. Malgré les difficultés liées aux problèmes logistiques le jour du vote, nous avons vu un peuple déterminé et impliqué qui s'est imprégné du processus électoral. Pour moi, c'est une joie de voir que nous avons affaire à une population qui est en communion avec son leader et qui croit au discours de son leader et qui croit que le Congo peut devenir parmi les grandes nations par rapport à la vision de son leader. Cette fois-ci, le peuple a voulu montrer à ces gens, donc aux autres, qui pensent que dans le contrôle du Congo, que le peuple a besoin de son indépendance, de sa liberté, et gérer ceux qui seront élus doivent gérer cet État pour les intérêts du peuple congolais. Acteurs politiques, membres de la société civile, observateurs et population, tous demeurent unanimes et restent confiants quant à la suite des événements avant le 31 décembre 2023. Je suis confiant à notre peuple. Je dirais que ça inaugure la lutte pour la deuxième indépendance. Je vais vous parler ici de la misère, un pays riche, du peuple pauvre. Je pense que depuis 60, les Congolais se battent pour avoir le compte de leurs richesses jusqu'à ce jour. Cette fois-ci, ils veulent que les Congos, les dirigeants qui seront élus demain, puissent contrôler les richesses du Congo. Absolument, la population congolaise aujourd'hui a une maturité. Vous voyez que la même population pendant qu'elle allait voter, c'est la même population qui contrôlait les processus électoraux. C'est la même population qui criait au secours quand ils voyaient quelque chose qui ne marchait pas. Donc, c'est une population qui s'est appropriée du processus. Le peuple a montré sa maturité. C'était le souhait de tout le monde. Les politiciens de la majorité, tout comme de l'opposition, voulaient à ce que le peuple puisse s'approprier du processus. C'est ce qui a été confirmé. Pays aux allures d'un continent avec un peuple doté d'une diversité culturelle impressionnante, l'heure n'est pas à la division. Le Congo doit rester uni et résister face aux velléités séparatistes. Alors, face aux contestations post-électorales, les ministres de la Communication et des Médias dénoncent la stigmatisation des journalistes et des médias nationaux et internationaux pendant l'exercice de leur travail. Patrick Muyaya a dit ce jeudi au cours du déjeuner de travail qu'il a eu avec les journalistes de la presse tant nationale qu'internationale. Nous avons eu ces moments de change, ces déjeuners de travail parce que c'était important. Eux qui rapportent les déroulés de la campagne électorale, il était question de discuter avec eux d'abord les conditions de leur sécurité parce que c'est aussi un sujet, parce qu'il y a eu, vous avez suivi que le jour des élections, il y a eu les cas de Pascal Moulégois qui a été violenté. C'était une occasion de savoir justement s'il existait des inquiétudes de cette nature-là par rapport au travail qu'ils font dans un contexte de tension, dans un contexte difficile. Nous avons aussi eu l'occasion de leur parler du contexte général dans lequel ce processus se tient et la volonté du gouvernement qui appuie évidemment dans le cas des prérogatives qui sont les siennes, la commission électorale dans l'organisation de ces processus. Nous avons voulu un scrutin équitable, nous avons voulu un scrutin transparent, nous avons voulu un scrutin inclusif.
Nous savons évidemment qu'il y a eu des problèmes dans la logistique et il y a des réponses qui ont été données au niveau de la CENI et qu'il y a encore un travail qui est en cours, notamment dans le cadre de la compilation. Nous voulons nous assurer aussi que nous avons la même compréhension des éléments du contexte pour que dans leur travail, ils puissent être en mesure de rapporter les questions ou la situation telle que la situation se produit. C'est pour ça que nous voulons profiter de ce moment pour dire par rapport à ce qui nous ont rapporté qu'il est hors des questions d'aucune manière de stigmatiser le journaliste, que ce soit par la couleur de sa peau ou par la couleur de son média. Les journalistes à la démocratie, ils sont précieux parce que c'est eux qui permettent aussi de montrer ce qui se passe ici. Donc, nous lançons un appel pour que personne ne s'en prenne aux journalistes. On va changer de chapitre à présent. Le gouvernement de la République suit de près les inondations et glissements de terre survenus notamment dans les villes riveraines du fleuve Congo. Le Premier ministre qui a présidé ce jeudi la 58e réunion restreinte du gouvernement a ordonné la prise en charge des familles touchées. Et au cours de ces échanges, la question ayant trait à la prolongation de l'état des sièges dans les provinces concernées a été également abordée. Le compte rendu avec les porte-paroles du gouvernement. La communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté d'abord sur les vœux qu'il a partagés avec les membres du gouvernement présents au cours de cette réunion, pour la plupart revenant de la période de campagne électorale. Ensuite, le Premier ministre est revenu sur les cas des inondations et des glissements de terre que l'on a observés dans les villes de Kananga, Kinshasa et dans plusieurs villes riveraines du fleuve Congo à travers le pays. Et à ces propos, il a donné la parole au ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires, ainsi qu'au ministre d'État, ministre des Infrastructures, qui ont été aussi associés à cette réunion restreinte. Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires a eu l'occasion de faire la présentation exhaustive de la situation à Kananga, à Kinshasa, dans les villes riveraines du fleuve Congo, ainsi que des dispositions urgentes qui doivent être prises pour permettre notamment de soulager les familles qui ont été affectées et d'intervenir pour assurer la sécurité des différentes personnes qui n'ont pas été directement touchées, mais qui doivent, pour certaines, évacuer les lieux qu'ils occupent. À ces propos, il a été complété par les ministres d'État, ministres des Infrastructures, qui a présenté au gouvernement quelques axes pour trouver des solutions rapides pour les zones qui sont touchées. À ces propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre, ministre des Finances, pour que des dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. Abordant le deuxième point de cette réunion restreinte relatif à l'examen à l'adoption des textes portant sur la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, partant de la loi d'habilitation qui avait été conférée au gouvernement par l'Assemblée nationale, a présenté au Conseil le projet de texte portant prorogation de l'état et des sièges. Après débat et délibération, ce texte a été adopté pour que ces textes puissent prendre effet à partir du 29 décembre prochain. Commencé à 13h37, la réunion restreinte du Conseil de ministres a pris fin à 14h02. Je vous remercie. Le commandant de la force de la MONUSCO en RDC est arrivé ce mercredi à Bunia, dans la province de l'Ituri. Le lieutenant-général Miranda Filo est à la tête d'une forte délégation. Il a évalué plutôt les processus électoraux ensemble avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Kanchama Johnny. Au sortir de la réunion avec les commandants des opérations militaires et chef de l'exécutif provincial de l'Ituri, le chef de la force de la MONUSCO en RDC, Miranda Filo, a déclaré que sa mission en Ituri s'effectue d'abord dans le cadre de l'évaluation du processus électoral et pour voir, durant cette année transitoire, dans quelle mesure la mission peut conjointement poursuivre avec les opérations en 2024 avec les forces armées de la République démocratique du Congo. La réunion avec mes commandants sectaires sera organisée demain. Aujourd'hui, dès mon atterrissage au niveau de l'aéroport, je suis venu rapidement rencontrer messieurs les gouverneurs pour essayer un peu de voir la mise à jour sur la situation et aussi savoir ce qu'on devait faire ensemble, d'autres situations concernant le résultat des élections ainsi que les opérations futures dans les
dans l'année 2024. Pour sa part, les commandants des opérations militaires et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Uboyanka Chamadjoni, a souligné que dans le cadre de la mutualisation des forces avec la MONUSCO, il y a beaucoup de défis à relever, d'où ces transferts d'expérience. Nous avions voulu aussi échanger pour harmoniser, parce que l'intention doit être une et unique, pour savoir qu'est-ce que nous allons faire maintenant par rapport d'abord au contexte. Maintenant, nous sommes dans le contexte des élections. Comment nous allons nous comporter? Après les élections, comment nous allons nous comporter? Et ainsi de suite. Et donc, c'était une très bonne réunion de commandement, d'échange et de collaboration. Maintenant, nous avons anticipé en fait sur les opérations futures, sur le plan même de l'entraînement, sur le plan du recyclage, ainsi de suite. Disons que l'administration militaire de l'Ituri est en bonne collaboration avec la mission des Nations Unies au Congo à travers l'approche militaire et non militaire dont l'objectif ultime est la protection des civils ainsi que la neutralisation des groupes armés locaux et étrangers, notamment les ADF MTM ISCAP, qui sont auteurs de plusieurs crimes de guerre et crimes contre l'humanité. On va prendre à présent ces communiqués de l'inspection générale des finances au sujet de l'affaire sur les 10 millions de dollars de la GECAMIN. Dans l'affaire 10 millions de la GECAMIN, malgré la SAP initiée par la pieuvre, l'IGF maintient la suspension de paiement en faveur des administrateurs auteurs du détournement, titre Africa News qui explique comment Alinguete a réussi à coincer les prédateurs. D'entre des jets, le journal écrit « La pieuvre a beau tenter de s'organiser et lancer dans la presse la campagne des SAP contre l'inspection générale des finances. Jules Alinguete, l'inspecteur général des finances, chef des services, resserre donc le taux autour des membres du conseil d'administration de la Générale des carrières des mines, GECAMIN en sigle, les membres impliqués dans le dossier d'octroi des avantages illicites de l'ordre de 10 156 754 dollars relevé par une mission de l'IGF auprès de la GECAMIN. Dans sa correspondance en réponse à la requête du président du conseil d'administration de la GECAMIN, sollicitant la levée de la suspension de paiement en faveur des membres du conseil d'administration de l'opérateur public minier, Alinguete s'est montré intraitable. Il fait part de l'irrévocable décision de maintenir cette suspension de paiement. Dans un courrier daté du 15 décembre dernier auquel Africa News a eu accès, le flic financier en chef est formel. La raison à la base de la décision de la mission d'encadrement de l'inspection générale des finances n'ayant pas disparu, la mesure de suspension de paiement des avantages des membres du conseil d'administration de la GECAMIN demeure pleinement justifiée tant que le remboursement des avantages perçus par eux indûment n'est pas assuré. Aussi, l'IGF dit maintenir sa décision aussi longtemps que le ministre du portefeuille ne l'aura pas notifié d'une mesure contraire tendant à remettre en cause la position de l'IGF, considérant cette perception induite autrement que comme un détournement des deniers publics. Cette mesure de conservation prise par l'équipe d'encadrement de l'IGF, composée de 5 membres, concerne le gel tant des émoluments que des avantages sociaux des administrateurs auteurs de détournement de la somme de 10 millions de dollars. C'est jusqu'au remboursement intégral par ces derniers de sommes d'argent indûment perçues. D'ailleurs, poursuit le journal, pour bien faire le suivi de cette situation, dans sa lettre du 26 octobre 2023, l'équipe d'encadrement de l'IGF a demandé au directeur général de la Générale des carrières des mines d'instruire la direction financière de l'entreprise de débiter immédiatement le compte des administrateurs concernés dans la comptabilité de la GECAMIN et d'établir un relevé de remboursement retenu à opérer en vue du règlement de ces litiges. Ces cadres de l'IGF ont également enjoint le directeur général de la Société immobilière du Congo d'appliquer lui aussi la même mesure de suspension de paiement des émoluments et autres avantages sociaux à l'encontre des administrateurs. Pour la petite histoire, l'IGF a fait savoir que des membres du conseil d'administration de la GECAMIN, menés par un certain Guy Robert Lukama, ont réussi à se faire payer la somme de 10 156 754 dollars, non pas par la GECAMIN, mais dans une filière de la GECAMIN, Simco, qui, au moment des faits, n'était pas encore sous contrôle d'encadrement de l'IGF. Alinguete dit, je cite, « La stratégie de Guy Robert Lukama et son groupe a consisté à puiser ces 10 millions à la source sur le fonds qui devait venir à la GECAMIN, tout en précisant que l'IGF a découvert cette escroquerie au mois de septembre 2023 lorsqu'il a décidé de mettre toutes les filières de la GECAMIN sous surveillance. » Ces dernières semaines, signale le journal, la pieuvre a essayé de s'organiser après avoir étouffé les sanctions administratives du ministère du portefeuille.
auxquels ses membres étaient logiquement exposés afin de faire pression pour obtenir la levée de la mesure de l'IGF interdisant le paiement en leur faveur. Pour avoir manqué cette opération, elle a, en représailles, entrepris de distiller dans la presse les fausses informations visant à saper sans succès l'image de l'IGF, conclut le journal Africa News. Le secrétariat général du ministère de l'économie a enfin obtenu 10 locaux propres à lui dans une parcelle acquise par le gouvernement sur l'avenue Monjiba ici à Kinshasa. Alors après l'incendie de l'an dernier qui a causé la perte des matériels, ces nouveaux locaux vont permettre à une centaine d'agents et cadres à mieux travailler dans un espace, dans un endroit plus spacieux et répondre justement aux attentes du ministère. Regardez. Avec ses 64 bureaux, une salle de réunion, 42 installations sanitaires, un parking de 50 véhicules, le secrétariat général du ministère de l'économie loge désormais dans ses propres bâtiments, acquis par le gouvernement congolais. L'inauguration a eu lieu en présence de plusieurs personnalités du gouvernement. Le secrétaire général à l'économie nationale Célestin Tuité, le ministre de l'économie Vital Kamerhe, celui des finances Nicolas Kazadi, et le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. J'avais dû convoquer effectivement une réunion de crise dans mon office avec le ministre d'État, le ministre du TPA, le ministre de l'économie intérieure, le ministre des Finances, ainsi que lui-même le secrétaire général, afin de trouver une solution durable, en l'occurrence trouver un bâtiment public devant abriter le secrétaire général à l'économie. Pour le ministre de l'économie nationale, cet ouvrage traduit la volonté du chef de l'État et du gouvernement d'améliorer les conditions de travail des agents de l'administration publique. Au-delà du bâtiment, le souci d'améliorer les conditions de travail des agents de mon ministère se traduit aussi par le réajustement de la prime et indemnité. Le dernier salaire passe de 75 000 francs à 1 million 762 000 francs. Grâce à cette hausse qui atteint le million, les fonctionnaires vont toucher jusqu'à 20 fois leur prime. Muni de cette motivation, Vital Kamerhe a invité le personnel de ce service à travailler efficacement pour promouvoir l'économie du pays. Le ministère de la Santé, en partenariat avec la Sanru, a fait un plaidoyer mercredi en faveur de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans les ménages de Kinshasa. Alors, afin d'atteindre tous les bénéficiaires finaux d'impact attendus, ils ont formulé les quelques recommandations, notamment l'implication dans le suivi de la mise en œuvre, mais aussi la mobilisation de la population par les allocutions médiatisées avant, pendant et après la campagne. Sanru Asbel fait le point sur ses grandes réalisations au cours de l'année 2023. Elle fait part des détails de l'organisation et la préparation de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides prévue au mois de janvier 2024. Au cours de cette activité, le ministère de la Santé publique en partenariat avec Sanru Asbel a formulé des attentes vis-à-vis des parties prenantes dont le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le ministère provincial de la Santé, le chef de division provinciale de la Santé et le président provincial de la FEC afin d'atteindre tous les bénéficiaires finaux d'impact attendus. Nul n'ignore que le paludisme est l'une des fréquentes maladies infectieuses qui pose un problème sanitaire public important partout dans le monde et particulièrement en Afrique et en Asie, dont plus de 3 milliards de personnes sont exposées à des risques d'infection dans 109 pays. De cela, plusieurs stratégies ont été mises en place pour lutter contre cette maladie et limiter les complications néfastes qu'elle provoque dans le monde. Et notre pays aussi n'est pas épargné de cette tragédie. C'est dans cette optique que le Fonds mondial à travers Sanru et le Programme national de la lutte contre le paludisme travaillent d'arrache-pied pour protéger nos populations contre cette maladie en procédant d'ici peu à la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée
dans notre ville, province de Kinshasa. L'appel est lancé aux partenaires des 100 rues Asbel ainsi qu'à la population congolaise dans son ensemble à protéger, lutter et dénoncer la vente de tout moustiquaire que distribue gratuitement 100 rues Asbel. Je lance un appel à tous de prendre cette activité et de nous en approprier. Chacun a ce qui les concerne. Que nous puissions nous mobiliser. Mobiliser nos familles biologiques, nos familles professionnelles, de protéger les acteurs sur terrain et de veiller à ce que les moustiquaires qui seront distribués ne soient utilisés à d'autres fins. Nous devons surveiller et nous surveiller les uns les autres à ce que cette activité se passe en bonté. La délégation centrale de Kinshasa a affiné les responsabilités des parties prenantes par la signature d'un acte d'engagement solennel des autorités politico-administratives à la campagne des moustiquaires imprégnés d'insecticides.